qui seront partagées. Le thème aujourd'hui, ça va être le désir et l'écriture. Alors, on ne va pas parler de désir entre deux personnes, de désir dans le couple, mais plutôt vraiment du désir d'écrire, tout simplement, de la création et du thème de la création. Pourquoi j'ai choisi ce thème? En fait, très simplement parce que dans mes expériences professionnelles récentes, j'ai fait beaucoup d'ateliers d'écriture avec tout type de public, par exemple des professionnels de l'écriture, des professionnels tout court dans d'autres métiers qui veulent apprendre à écrire, des sessions avec des écrivains, des sessions avec des ados, avec des enfants, avec des BTS, donc Bac+2. Toutes les questions tournaient souvent autour de comment je fais pour trouver mon inspiration. Quand j'en ai plus, qu'est-ce qui va activer la petite étincelle? Donc, j'ai répondu assez souvent à ces questions-là. Et j'ai trouvé que c'était assez contrasté avec ce que j'entendais d'écrivains, je vais dire écrivains professionnels, ça ne veut pas dire que vous en vivez, mais qui en tout cas ont vocation à porter un projet jusqu'à sa fin, un roman par exemple. J'ai trouvé que c'était très contrasté avec les réactions de ces personnes-là, parce que les gens que je côtoie qui écrivent, eux, sont complètement habités par leur sujet. Et même s'il y a des problématiques pragmatiques de quand est-ce que je trouve le temps, comment je trouve le temps, etc., il n'y a pas ce sujet de où est l'inspiration. Il y a plutôt je brûle de ce désir ardent d'écriture. Comment je vis avec ça tellement ça m'habite, en fait. Comment je fais pour survivre à cette écriture-là? J'ai rencontré des gens pour début qui portent en eux depuis des années en fait, des sujets d'écriture, des sujets de famille, des sujets qu'ils ont vus dans leur vie, ou alors sans avoir d'idée d'histoire, ils ont un thème qui les passionne. Et en fait, ils ont ce désir-là vraiment ancré au fond d'eux d'écrire. Et moi, j'entends ça beaucoup, en fait, en contraste avec tout ce qu'on voit dans les médias, dans les raisons pour lesquelles des ateliers d'écriture se construisent et qui sont où est-ce que je trouve ma petite inspiration. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont extrêmement inspirés et qui sont complètement dans l'incendie de l'écriture. Et ce n'est pas des sujets qui vont les empêcher de dormir, c'est plutôt des sujets qui vont faire qu'ils se lèvent la nuit et qu'ils ne vont pas se coucher pour passer leur temps en fait, à écrire dessus. Donc moi, j'avais envie de parler de ce thème du désir d'écrire parce qu'évidemment, on peut tous avoir des passages sans envie d'écrire pour des raisons diverses, mais on a tous aussi beaucoup ce point commun d'ardeur à vouloir écrire. Et en fait, je ne vais pas faire un cours de philosophie sur le désir, mais pour préparer un petit peu cette session, j'ai beaucoup lu autour finalement de la différence entre être auteur, être écrivain et puis être personne qui a pour loisir d'écrire. Et il y a même une autrice qui s'appelle Joyce Carol Oates qui parle en fait de la distinction entre les deux et du fait que le désir d'écriture pour un écrivain va surpasser tous les désirs de la personne que nous sommes et finalement ravager un petit peu notre quotidien pour ne faire qu'exister ce désir-là d'écrire, de constituer une œuvre. Et en fait, elle raconte dans un récit qui s'appelle La foi d'un écrivain, finalement comment son travail à elle, Joyce Carol Oates, est d'affaiblir qui elle est pour laisser l'écrivain émerger d'elle et finalement que son désir d'écrire soit au-dessus de tout. Donc évidemment, il faut juguler un petit peu puisque si on disparaît complètement, on oublie d'aller manger. Mais je pense que ça nous est beaucoup arrivé, en tout cas des gens qui écrivent que je côtoie, ça nous est beaucoup arrivé d'oublier d'aller manger ou de ne pas voir l'heure passer quand on écrivait parce qu'on était submergé par ce désir-là d'écrire. Et je trouve ça assez fascinant parce que on a tous une partie raisonnable et on a tous une partie qu'il faut justement débrider pour aller au bout de son œuvre. Bien sûr aussi derrière il y a des questions de méthodologie. Je ne parle pas d'inspiration soudaine et du fait qu'on peut écrire un roman entièrement à force du désir. Il y a évidemment de la méthodologie, du travail, de l'artisanat. Mais c'est très intriguant ce feu en fait qui nous habite et j'avais envie de parler de ça avec vous aujourd'hui. Si on se penche un petit peu sur l'étymologie du mot désir, le désir c'est du latin desiderare et ça veut dire regretter l'absence de quelque chose en fait, très simplement. C'est un dérivé de Sidus, les étoiles, les astres, et en fait dans la langue des marins il y a quelques années, décennies,
Desiderare, c'était ne pas voir les étoiles et en fait, constater l'absence des astres. Et du coup, il y a une dimension de déception et de regret. Et en fait, l'idée de désirer, ça veut dire qu'on a envie de quelque chose qu'on n'a pas et qu'on va espérer parce qu'on a une déception de ne pas le trouver. Et c'est vrai que moi, je ressens ça quand les gens, en tout cas pour la revue Début, me parlent de comment ils ont choisi leur sujet. Le premier moteur, c'est on ne parle pas de ça, donc moi, j'ai envie d'en parler. Ou on n'a jamais raconté cette histoire et moi, je l'ai vue et il faut qu'on en parle. Et en fait, le désir, voilà, c'est dans l'art, en tout cas dans la création et dans l'écriture, ça souvent lié à un projet ou à un manuscrit, mais pas forcément. C'est parce qu'on a envie d'une œuvre qui n'existe pas encore et qu'on sait qu'on est la personne ou qu'on le sent, même si on n'en est pas sûr tous les jours et que parfois on en doute beaucoup. Mais on sait que ça passe par nous, en fait, cette envie d'écrire là, ce désir de faire exister le texte. Je vous laisse avec ces premières petites idées-là en tête. C'est vrai que la distinction finalement écriture loisir et écriture pro, elle a son sens aussi. Bien sûr qu'il y a des textes qu'on va écrire qui ne sont pas liés à un désir profond. Hein. On a tous peut-être des commandes, des obligations professionnelles, des articles à écrire. Mais là, je vais parler finalement de l'écriture du feu, c'est-à-dire de ce désir d'écrivain, d'artiste qui nous consume et qui fait qu'on ne peut pas faire autre chose qu'écrire ce texte-là, en tout cas à un moment donné, même si c'est passager, même si c'est éphémère, mais en tout cas de quand on ressent cette émotion-là très très forte et très ardente. Voilà, et souvent ces textes-là, en fait, ils sont quand même écrits de manière, à minima pour le premier jet, de manière fluide, plus fluide qu'un texte qui va être une commande, justement. Il va y avoir un aspect instinctif, un aspect obligatoire presque. On est face là vraiment au désir de l'écrivain, à ce qui s'apparente un petit peu à la puissance créatrice. Au noyau, j'appelle ça le noyau en fait, ce qui est vraiment au fond de nous. Et si vous l'avez déjà vécu, bah, finalement, vous savez peut-être comme moi que c'est une force absolue et que lutter contre est très difficile et que ça peut nous amener à nous isoler, à refuser des soirées parce qu'on préfère écrire, etc., etc. Et en fait, j'ai retrouvé ce sentiment-là chez beaucoup de jeunes écrivains, les premiers sentiments en fait de découverte de l'écriture ou du fait que des personnes se mettent à écrire parfois sur le tard, parfois jeunes, mais alors qu'elles faisaient autre chose avant. Le contraste entre leur vie d'avant, entre guillemets, et la vie d'écriture, ça va, c'est lié à ce désir et c'est très marquant, en tout cas en termes de vie quotidienne, parce qu'il n'y a plus que ça qui existe en fait. Donc, il y a cette puissance créatrice, la première chose qui n'est pas forcément liée à l'inspiration. Et évidemment, là, je parle aussi de quand on a déjà un sujet, mais parfois, on peut écrire des choses, des scènes, des images, des ambiances, sans savoir de quoi ça parle. Et je parle de cette force-là, vraiment ce moment où on a des images en tête, qu'on doit les écrire, on ne sait pas encore de quoi va parler le texte et le roman, mais on les écrit quand même, on les cherche, on tourne autour de ça. Ce qui va être plus compliqué après, derrière, une fois que ce désir ardent est là, ce désir d'écrire, cette volonté inexpliquée ou expliquée, peu importe, mais en tout cas, cette chose-là, ce qui va être plus compliqué, c'est finalement de construire quelque chose avec ça. On peut avoir des tonnes de bouts de texte ou des tonnes d'ambiance qu'on a envie de retranscrire, mais entre ça et mettre le point final d'un roman ou proposer un manuscrit ou constituer un recueil ou peu importe ce qu'il y a derrière, il y a beaucoup, évidemment, de méthodologie et de travail, mais je ne pense pas que ça soit, comment dire, je ne pense pas que la méthodologie soit complètement opposée au désir. Et j'ai eu la chance de tomber il y a quelques mois sur une vidéo géniale d'une réalisatrice qui est Céline Sciamma et qui expliquait en fait sa méthodologie de comment, à partir de ce désir-là qu'elle a d'écrire des choses et de faire apparaître des choses à l'écran, comment elle constitue sa méthodologie de travail complète et comment elle ne s'enlève pas en fait ce désir et comment elle parvient, sans forcément se mettre sous contrainte, à faire en sorte que son désir premier d'écriture ne soit jamais trahi tout au long de la constitution de son texte. Et je vous enverrai évidemment le lien de cette conférence à la fin de la session. Mais c'était très intéressant parce que
déjà, elle n'oppose pas la méthodologie et le désir. Elle ne montre pas qu'il y a deux temps différents et elle ne dit pas non plus qu'il faut et l'un et l'autre. Elle utilise le désir dans la méthodologie pour ne jamais le trahir. Et en fait, ce qu'elle va proposer dans cette conférence-là, en sachant qu'elle parlait de comment elle s'était mise à écrire le film Portrait de la jeune fille en feu, qui est lui-même sur le désir d'une femme envers une autre femme. Et en fait, elle expliquait qu'elle avait dès le départ des envies de certaines scènes. Elle avait assez nettement la scène du premier baiser en tête. Elle avait assez nettement une scène où il y a, une scène un peu, je ne sais plus si c'est un avortement ou ouais, je crois que c'est un avortement qui se passe en intérieur avec plusieurs personnages. Et en fait, il y avait vraiment ce côté d'images qui apparaissaient sans qu'elles soient forcément liées les unes avec les autres. Et elle savait en tant qu'artiste que c'était ça qui devait ressortir de son texte sans avoir de trame, sans savoir quel serait le sujet final forcément de son écriture. En fait, ce qu'elle explique, c'est qu'il faut absolument utiliser ces scènes-là, les garder et les écrire et les laisser vivre et pas se dire non, je vois pas ce que ça a comme rapport avec le reste, etc. Même s'il n'y a aucun rapport, si on a cette sensation finalement que c'est lié, il faut le garder. Moi, c'est ce que j'appelle poser ses Legos sur le tapis. En fait, on va essayer de construire une œuvre ou un projet, et pour ça, il va nous falloir plein de pièces. Et dans un premier temps, comme les Legos, comme quand on construit quelque chose en Lego, il faut étaler toutes ces petites pièces sur le tapis avant de savoir ce dont on dispose pour ensuite les construire ensemble, avec ou sans plan, ça c'est un autre débat, mais en tout cas, il faut avoir une vision d'ensemble de ce dont on a réellement, vraiment envie qui atterrisse dans le texte. Pourquoi? Tout simplement parce que déjà, ça évite la frustration. Ensuite, parce que le pouvoir de l'inconscient et la volonté finalement de l'écrivain, de l'artiste, de l'auteur est très fort, et je pense que c'est sur ça qu'il faut construire son œuvre aussi. Évidemment, il y a des commandes ou il y a des fils directeurs, mais de manière générale, ce que vous apportez, votre voix, votre thématique, ce que votre inconscient vous dicte, c'est votre identité d'artiste, et de le mettre en avant, ça va être votre rôle, quelle que soit finalement la méthode. Donc la première étape finalement de Céline, ça va être vraiment de déposer tous ces petits Legos sur le tapis. Écrire vos scènes, en fait, j'avais envie de dire coup de cœur, mais c'est un peu cliché de dire ça, mais c'est pas forcément vos scènes coup de cœur, mais en tout cas celles qui coulent, celles qui sont obligatoires. C'est les scènes qui, quoi qu'il arrive, vous ne voulez pas les enlever, vous savez que ça fait partie de cette œuvre. Et ces scènes-là, finalement, vont être votre compas dans l'écriture. La deuxième étape, c'est à partir de ces scènes d'identifier finalement votre désir. Qu'est-ce qui, parmi ces scènes-là, fait que vous avez eu envie de les écrire? Est-ce que c'est un désir esthétique? Est-ce que c'est un désir politique? Est-ce que c'est un désir humain? Est-ce que c'est faire exister un personnage qui vous traverse depuis plusieurs semaines, mois, années? Est-ce que c'est une impression fugace qu'un jour vous avez vécue et que vous souhaitez faire transparaître? Qu'est-ce qui doit apparaître aux autres, donc à l'écran pour Céline Sciamma, sur des papiers pour nous? Qu'est-ce qui va rester? Et qu'est-ce qui, vous, en tant que personne et non plus en tant qu'écrivain, vous satisferait de voir finalement dans votre œuvre? Donc là, on a vraiment une question de désir et de création, puisque ce que vous voulez ne pas regretter, en fait, finalement, donc ce qui est vraiment la définition même du désir, doit apparaître dès les premières étapes de construction d'un texte. Céline Sciamma, elle dit qu'écrire, c'est désirer des idées. Et que du coup, en fait, ces premières scènes qui vont apparaître, ces premières envies, c'est ce qu'on désire au fond de nous, que ça soit conscient, pas conscient, caché, peu importe, qu'il vous faille du temps pour l'identifier ou pas. Mais du coup, en fait, elle va analyser, elle, à partir des premières scènes créées à partir de rien, la raison pour laquelle ces scènes existent et qui vont en fait être, ces raisons-là, votre sujet d'écriture. Je ne parle pas de l'histoire, je parle vraiment du sujet, de ce qui va rester à la fin dans la tête des gens et de ce pourquoi vous avez écrit. Voilà. Et en fait, à partir de ces scènes et de ces sujets, c'est une fois qu'elle a vraiment identifié quel était son désir premier, qu'elle va créer des scènes
entre ces scènes obligatoires finalement pour constituer son histoire, son fil directeur, ses personnages, etc. et faire en sorte d'avoir une œuvre qui va tenir la route, donc en l'occurrence, Portrait d'une jeune fille en feu. Je vous conseille vraiment, si vous n'avez pas vu ce film, de le regarder et puis ensuite d'écouter la conférence que je vous enverrai, parce qu'elle décrit très très bien son processus. Et en plus, elle a l'avantage, du coup, comme elle est réalisatrice, de faire des scènes où il y a vraiment une entrée et une sortie assez rapide au cinéma par rapport parfois à la littérature. Et du coup, ça aide vraiment à comprendre comment elle a mis les projecteurs sur ce qu'elle désirait faire apparaître à l'écran et sans faire forcément des fioritures autour, en coupant potentiellement les scènes où des personnages se déplacent, etc., quand elle n'en avait pas besoin, parce que ça amène une narration vraiment centrée sur le désir et sur ce qu'elle, en tant que réalisatrice, a voulu faire. Donc, c'est assez intéressant de voir ce film et de se poser la question justement du désir en le regardant, à la fois parce que c'est le sujet du film et en plus parce que la méthodologie de la réalisatrice tourne complètement autour de ses désirs. Pas forcément ses désirs en tant que personne, mais ses désirs en tant qu'artiste et en tant que qu'est-ce qu'elle veut faire passer comme message en fait finalement. Quand je parle de message, ça peut être évidemment un message esthétique, hein, on n'est pas obligé de faire de la politique dans chaque œuvre. Un petit point qui est important qu'elle souligne, c'est que s'attacher à son désir propre, à soi, ne va pas rendre l'œuvre forcément personnelle ou intime. Et c'est pas parce qu'on parle de ses désirs à soi ou en tant qu'artiste, c'est pas parce qu'on s'attache à ces désirs-là que ça va enlever la dimension universelle au texte. On peut tout à fait, en utilisant nos désirs, rendre ça empathique déjà, et puis accrocheur pour quelqu'un. Ensuite, parce que des désirs souvent sont partagés, etc. C'est pas du tout parler de soi qu'on fait quand on choisit ses propres désirs. C'est juste utiliser sa force créatrice, son moteur, pour partager finalement ces messages qu'on a envie de faire passer. Un petit peu comme dans la vie, en fait, arriver à formuler son désir d'écriture à travers l'identification de ces scènes qu'on a vraiment envie de voir apparaître, ça va finalement permettre, une fois que c'est formulé, de pouvoir construire tout le reste du texte, toutes les autres scènes qui n'existent pas encore, autour de ce message-là et de ce désir-là. Et donc, Céline Sciamma clôt sa conférence en expliquant qu'en fait, elle construit tout son storytelling pour articuler ces scènes et ensuite pour faire émerger à l'intérieur des scènes qu'elle n'a pas choisies au départ, ce désir-là de création et ce de quoi elle voulait parler, qu'elle incruste finalement même dans les scènes charnières ou les scènes de construction, etc. Ainsi, chaque scène et chaque étape finalement de l'œuvre va refléter ses désirs. Et j'ai trouvé ça intéressant puisque déjà, on touche quand même un petit peu à qu'est-ce que c'est qu'écrire quand on se pose des questions du désir d'écrire. C'est très différent d'écrire sur, voilà, de faire un atelier d'écriture pour trouver un peu d'inspiration parce qu'on ne sait pas sur quoi écrire et on veut juste exercer son muscle. Et avoir cette rage d'écrire sur un sujet et se dire comment je la fais perdurer et comment je transforme cette volonté en œuvre dans laquelle on ne parle que de ça, mais en ayant fait toutes les étapes un peu plus difficiles parfois de construction du texte. Donc, ne pas perdre de vue son désir premier, ça c'est quand même assez important. Et finalement, c'est ça qu'on nous apprend dans des ateliers, c'est d'identifier rapidement son sujet et de ne jamais en sortir. Mais je voulais l'aborder finalement sous l'angle du désir, parce que cette notion finalement de regret, si ça n'existe pas, je la trouve assez importante et je trouve que ça permet de garder un compas et puis un cap quand on écrit, que ça soit un roman complet ou des textes en tant qu'artiste disséminés dans des revues. D'avoir un cap général, c'est important et c'est ça qui permet aussi de tenir sur le long cours. En ayant fait quelques ateliers avec des jeunes écrivains inédits pour la plupart, et en ayant reçu des textes pour la revue Début, on reçoit 300 textes à peu près en moyenne. J'ai beaucoup d'échanges avec les personnes qui nous envoient des textes, soit au départ, soit après leur retour. On a vraiment identifié en fait que ce qui permet à quelqu'un
de passer le cap, d'écrire un petit peu à écrire beaucoup, voire être publié, voire finir des romans, c'est en fait la capacité à tenir le coup, tout simplement, parce qu'écrire, c'est une notion qui est quand même assez difficile, parce qu'on est souvent seul face à sa feuille, parce que c'est pour plein de raisons qu'on connaît, c'est pas une activité qui est forcément évidente à placer dans sa vie de tous les jours ou en termes de rémunération, etc. Et d'avoir ce cap, en fait, d'avoir cette notion de désir et de s'y référer tout le temps, c'est un des fondamentaux qui permet de garder ce cap. Donc on s'est souvent attardé aux personnes, par exemple, qui ont douté, etc. On a passé du temps pour les réamorcer sur leur désir premier. Et je trouve que c'est assez important, que ce soit à l'échelle de votre vie en général et de ce qu'on va appeler une œuvre, même si c'est un grand mot, ou que ce soit à l'échelle d'un projet un peu plus petit, de revenir sur ce qui vous a donné cette envie de vous réveiller la nuit ou de ne pas aller vous coucher pour passer des heures à écrire, en fait. Donc, lier finalement même les étapes un petit peu difficiles de l'écriture, donc des scènes charnières par exemple, qui ne sont pas les scènes que vous vouliez mettre, à ce désir premier, c'est très important. Et ce que Céline Sciamma apprend, c'est vraiment à faire transparaître ce désir même dans des petits instants. Pas une seule scène, selon elle, ne doit déroger à cette règle du désir parce que déjà, ça va vous saouler de l'écrire. Ensuite, vous aurez des questions dessus parce que quand vous travaillez sur un texte, eh ben, oui, on va vous poser des questions sur les scènes que vous avez aimé écrire. Votre éditeur, potentiellement, va vous faire retravailler ces scènes, mais il va aussi vous poser des questions et vous faire retravailler les scènes que vous ne vouliez pas au départ. Donc, il faut que vous arriviez à intégrer ce désir dans ces scènes-là et faire attention à chaque détail de ces scènes-là pour que transparaisse tout le temps finalement ce désir. Ça, c'était la grosse parenthèse finalement avec cette réalisatrice-là, dont je vous disais, je transmettrai le lien. Je vois que Jen nous a rejoint. Ce que je disais, c'est que le lien de la conférence dont je parle, je vous l'enverrai sur le lien de l'événement. Et puis voilà, à tous les participants ensuite. C'est une conférence de Céline Sciamma sur son film Portrait de la jeune fille en feu. Et la conférence s'appelle, alors c'est en anglais, mais c'est quelque chose comme laisser le désir, écrire à partir du désir. Donc ça, c'était vraiment pour la méthode et sur comment on fait en fait pour rester toujours dans cette idée, dans cette notion de désir. Et puis après, je voulais finalement peut-être ouvrir un petit peu toute cette discussion avec vous qui avez cette habitude d'écrire là, parce que là, je vais me mettre ma petite casquette d'autrice plutôt que d'éditrice. Je me suis posé la question en fait de qui écrit bien le désir dans les auteurs qu'on connaît, qui pour chacun d'entre vous incarne finalement cette notion de désir. Je parle à la fois d'un désir de personnage pour une quête, je parle aussi de cette idée selon laquelle chaque auteur ou artiste n'aurait finalement que quelques motifs qui va travailler toute sa vie. 3, 4, 5 grands thèmes qui vont revenir tout le temps dans ces textes. C'est vrai que moi, je peux le voir en tout cas sur mes textes à moi. J'en ai identifié quelques-uns, des motifs. Bon, ma vie est encore assez courte, donc peut-être que dans 30 ans, je vais vous dire je me suis trompée, il y en avait 60 des motifs. Mais on entend souvent ça, en fait, que les écrivains, même après les trentaines de romans, ben, ils ont finalement écrit que sur quelques thèmes, chacun à leur échelle. Et ces thèmes-là, pour moi, c'est vraiment ce que j'appelle ce noyau, ce désir. Donc déjà, avant qu'on ouvre la discussion complètement, je vous amène à vous interroger sur ces identités d'auteurs qui pourraient vous donner finalement cette impression-là, de parler tout le temps du désir, de leur désir à eux, du désir des autres, du désir finalement face à la vie, du désir humain de connaître quelque chose d'autre, que moi je vais ramener en fait à la curiosité, qui est, je pense, quelque chose vraiment lié à la notion d'écriture. Quand on écrit, on est curieux. Quand on écrit, on va chercher déjà des informations sur nos sujets, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi comprendre et aller jusqu'au bout de ce que peut être un sujet. Et ça demande une énorme curiosité et je le lie vraiment au désir.
cet aspect dont je parlais tout à l'heure, d'être déçu si ça n'existe pas. Finalement, c'est de la curiosité, c'est l'envie de rajouter quelque chose dans le monde qui n'existe pas et pour lequel on a identifié, même si ce n'est pas toujours conscient tout de suite, qu'on a un rôle à jouer dans cette identification, dans cette émergence de ce sujet-là. Je vous ramène aussi au livre que j'ai cité il y a quelques minutes et dont je vous enverrai les références. C'est Joyce Carol Oates, La foi d'un écrivain. Elle a un grand chapitre qui s'appelle Inspiration, avec un point d'exclamation à la fin. Et elle répertorie justement ce qui va pousser quelques auteurs à chercher ce désir-là, ou comment en fait les grands auteurs qu'elle admire ont fait pour soit ne parler que de leur désir, soit être traversés par cette inspiration, non pas comme je disais tout à l'heure avec un peu de méthodologie ou des échauffements, mais vraiment ce feu qui va vous brûler et vous consumer une grande partie de votre vie si votre vie est consacrée à écrire. Elle a cité notamment une lettre que Virginia Woolf a écrite à son amante Vita Sackville-West. Et je vais vous en lire un petit passage parce que j'ai trouvé que ça montrait bien en fait comment les grands auteurs étaient consumés justement par ces aspects-là. Donc ça se passe en 1928. Et Virginia a écrit « Je crois que l'essentiel lorsqu'on commence un roman est d'avoir l'impression, non pas qu'on est capable de l'écrire, mais qu'il est là, qu'il existe de l'autre côté d'un gouffre, et que les mots sont impuissants encore à le franchir, qu'on ne pourra en venir à bout qu'au prix d'une angoisse à perdre haleine. Et à présent, tu vois, quand je m'installe à ma table de travail pour écrire un article, au bout approximativement d'1 heure, le sujet aura été pris dans le filet des mots. Mais comme je le dis toujours, un roman, pour être bon, doit apparaître avant même qu'on ne commence à l'écrire, comme quelque chose précisément qu'on ne peut pas écrire, quelque chose qu'on peut seulement voir, de telle sorte que pendant 9 mois, on vit dans le désespoir, et c'est seulement quand on a oublié ce qu'on voulait dire que le livre semble tolérable. Donc là, on voit bien en fait cet aspect où on ne peut pas encore formuler tout de suite le roman et son sujet. On a d'abord, je vous lirai à haute voix Xavier ensuite. Merci pour votre message. On a d'abord en fait dans la lettre de Virginia Woolf cet aspect de on ne sait pas tout de suite ce dont on veut parler, mais il y a un désir fort de quelque chose, il y a quelque chose qui émerge et c'est le processus d'écrire qui va le mettre à jour et qui va le faire sortir. Peut-être qu'en fait, les écrivains, on a juste du mal à exprimer ce qu'on aime et c'est pour ça qu'on écrit. D'ailleurs, des fois, je me pose souvent la question. Mais voilà, c'est seulement quand on a oublié ce qu'on voulait dire que le livre semble tolérable, pour reprendre le passage que vous aussi vous avez souligné. Ça ne veut pas dire qu'on oublie le désir premier, mais ça veut dire qu'on a suffisamment travaillé la question et que le travail sur les mots a permis d'exprimer ce désir qui était là avant tout, avant toute chose, avant qu'on se dise de quoi je vais parler, avant qu'on crée potentiellement des personnages, avant qu'on puisse pitcher son texte, avant qu'on ait un fil narratif. Et sans avoir de réponse, parce que sinon je n'écrirai plus. Je trouve ça assez fascinant en fait de cette notion de feu intérieur ou de noyau, de savoir non pas d'où ça vient, parce que si on résolvait le mystère, bah déjà ça serait moins drôle et moins mystérieux, mais de se dire que c'est vraiment ça qui va nous pousser, c'est ça qu'il faut chercher quelque part, c'est cet aspect-là. Et on dit souvent qu'on peut apprendre à écrire, et il y a beaucoup d'ateliers qui promeuvent cette possibilité. Mais il y a aussi cet aspect alors c'est pas divin, ça tombe pas du ciel, mais en tout cas ce désir et ce feu, ça émerge de je ne sais pas où, peut-être l'inconscient. Vous me donnerez peut-être votre réponse à tous tout à l'heure. Mais ça a une autre force quand on écrit comme ça que quand on écrit en s'échauffant ou en mode artisanal. Il n'y a pas de hiérarchie, hein, bien sûr,
mais je trouve qu'on a atteint une vérité peut-être encore plus sculptée, plus proche d'un côté artistique qu'on cherche ou pas d'ailleurs, mais qui va exister parce qu'on a laissé ce désir vivre et que notre travail d'écrivain a été finalement de trouver les mots pour que ce désir existe et devienne une œuvre. Alors, ce qui est intéressant dans le bouquin de Joyce Carol Oates, c'est qu'elle va faire un petit listing de plein d'écrivains qui ont ce sentiment-là. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est complètement inédit, hein, ce que je raconte, mais beaucoup de personnes ont eu ce sentiment, en fait, qu'il y avait juste cette image-là qui existait. Et ensuite, à force de la travailler, ils en ont produit un roman, mais qui avait ce désir initial. Donc, ça va être le cas, par exemple, pour Le bruit et la fureur de Faulkner. Il a été écrit comme ça. Ernest Hemingway écrivait comme ça aussi. Et puis, tout un tas d'écrivains. Je vous donnerai la référence si vous voulez avoir encore plus d'anecdotes ou de réflexions autour de ce sujet-là. En tout cas, voilà, c'est Joan Didion aussi qui dit ça, qui dit qu'elle n'a pas de personnage ou d'intrigue. Elle n'a même pas d'incident ou de première scène qui arrive. Elle a des images qui lui apparaissent comme ça, comme flash. Et ensuite, à partir de ça, vont se tisser finalement des histoires plus complètes. Avant d'ouvrir finalement la petite discussion, les questions potentielles, etc., je vais vous donner, moi, mon écrivain qui aborde le plus pour moi la question du désir et dont je trouve que le texte, en tout cas celui dont je vais vous parler, reflète cette question du désir. C'est Italo Calvino. En fait, Italo Calvino, il a écrit un petit recueil de nouvelles autour des 5 sens qui s'appelle Sous le soleil jaguar. Et dans ce recueil, il y a une nouvelle par sens. Il y en a une sur l'odorat, en fait. L'idée, voilà, ça va être vraiment... sur l'odorat, c'est un client dans une parfumerie des Champs-Élysées qui va partir à la recherche d'une fragrance unique parce qu'il a vu une femme dans un bal masqué qui portait ce parfum et du coup, il va chercher en fait à faire recréer ce parfum. Il y a aussi une nouvelle sur le goût. C'est l'histoire d'un couple qui est en voyage au Mexique et qui va plus du tout communiquer, mais qui du coup va se mettre à manger ensemble des nourritures exotiques jusqu'à ce qu'un de leurs amis leur évoque des anciennes cérémonies anthropophages. Et ça va donner un petit peu matière à penser. Donc ça parle énormément de nourriture. Et puis la troisième nouvelle, c'est un roi qui, par excès de prudence, va décider de plus du tout quitter son trône. Et en fait, pour éviter qu'il y ait une révolte dans son royaume, il va faire en sorte que ce soit les bruits de son royaume qui montent à lui. Donc une nouvelle sur le goût, une nouvelle sur l'odorat et une nouvelle sur le bruit. Donc ce qui est assez marrant, c'est qu'il n'a pas eu le temps d'écrire les 2 autres. Donc le recueil est incomplet. Donc là, on parle de désir, de déception, de ce qui n'existe pas. Déjà, on est clairement, bon, c'est pas de sa faute, hein, mais on est clairement dans ce côté-là où il y a une déception de ce qui n'existe pas, à la fois pour l'auteur, du coup là pour le lecteur. Donc c'était un petit moment ironique, mais effectivement. Voilà. Et puis la volonté première d'Italo Calvino, ça a été d'écrire sur les 5 sens. Et en fait, il a utilisé à chaque fois des choses qui n'existent pas. C'est-à-dire que pour l'odorat, il a montré en fait un parfum qui n'existait plus. C'est une femme qui a disparu et l'homme cherche à recréer son parfum. Pareil pour les bruits, en fait, le roi décide de ne plus quitter son trône et en fait, les bruits, il ne peut pas les entendre. Et toute la nouvelle va être autour du bruit, mais plutôt du bruit qui n'a pas lieu. Et du coup, en fait, utiliser l'absence de quelque chose pour montrer à quel point on le désire, évidemment, c'est un procédé qu'on connaît, qui est archi efficace. Évidemment, c'est très utilisé aussi dans tout ce qui va être vraiment écriture du désir amoureux, de la scène amoureuse. Souvent, on est encore plus en tension quand rien n'est montré ou que quelque chose n'existe pas. Dans la vraie vie, c'est évidemment pareil aussi. L'être aimé est encore plus aimé si il est... voilà, si on a du... En tout cas, aimer, je ne sais pas, mais désirer, en tout cas, si il n'est pas face à nous. Et du coup, il y a quand même cet aspect-là qui m'avait vraiment parlé dans le texte d'Italo Calvino qui s'appelle Sous le soleil jaguar et qui parlait de ce qui n'existe
de ce qui n'existait pas, de ce qui était inatteignable, alors que pourtant les cinq sens, c'est quand même quelque chose normalement justement d'extrêmement palpable. Et d'ailleurs, pour en boucler avec le sujet initial, quand on fait des exercices d'inspiration dans des ateliers d'écriture, quand on ne s'adresse pas à des auteurs qui ont ce désir ardent d'écrire sur tel ou tel sujet, mais plutôt à des auteurs qui vont chercher une petite inspiration quotidienne ou l'envie d'exercer un muscle ou des exercices pratiques pour continuer à écrire de manière motivationnelle quand c'est leur travail d'écrire des articles ou des posts sur les réseaux sociaux, etc. On leur dit d'aller fouiner dans les cinq sens et de justement s'attarder sur la vue, sur le toucher, sur l'odorat pour faire émerger des idées et des textes. Et c'est censé, du coup, en fait, les cinq sens vous procurer quelque chose qui sera là à tout prix, qui permet aux autres de s'identifier et qui pourra se retrouver dans toutes les situations. Dans toutes les situations, on peut utiliser les cinq sens, ne serait-ce que la vue. Et donc, c'était intéressant, en fait, de lire ce texte-là d'Italo Calvino, puisque en désirant écrire sur ces thèmes-là, ou d'ailleurs leur absence, il les a fait disparaître. Et il n'a lui-même pas réussi à écrire les 5 nouvelles, puisque du coup, le recueil est inachevé. Donc, il y avait un peu une mise en abîme qui était intéressante et que je voulais vous partager. Si vous n'avez pas lu le texte, en plus, il est assez court. Et les nouvelles sont, à l'image d'Italo Calvino, extrêmement bien écrites et toujours très foisonnantes. Donc, je vous enverrai toutes ces petites références-là. Et maintenant, j'aimerais bien vous laisser la parole à vous. Donc, vous êtes tous bienvenus pour réactiver vos micros et me parler en fait des auteurs qui évoquent pour vous le mieux le désir, que ce soit le désir amoureux, tout simplement. Si vous voulez, on pourra parler aussi des constructions, des scènes de désir amoureux. C'est un sujet intéressant. Des scènes de désir entre personnes ou qui ont le désir d'écrire sur quelque chose, mais qui n'écrivent pas forcément dessus au sens de l'histoire et qui pourtant laissent apparaître ce sujet à la fin, ou tout simplement me partager peut-être vos réflexions premières autour de ce sujet du désir et de l'écriture. Je vous laisse prendre la parole. Je vais lire rapidement aussi les petits messages que vous avez mis dans le chat. Ah, merci d'avoir copié le passage. Et on a un podcast sur les 5 sens. Ah ouais, super. Bah, je ne le connais pas. Et Louis Média, c'est un super podcast. Donc, j'irai de ce pas l'écouter quand c'est terminé. Merci. Adrien, est-ce que tu voudrais nous partager un texte qui, pour toi, parle du désir ou un auteur qui est fort sur ce sujet ou peut-être tout simplement, dans ta pratique à toi, des choses autour de ce désir d'écriture. Peut-être comment toi, tu vis cette envie d'écrire, comment ça apparaît. Je te laisse ouvrir le bal. Bon. Le privilège d'être le seul garçon fait que tu es targeté tout de suite. D'accord. Bon, bah écoute, merci. Euh, c'est vraiment une bonne colle que tu poses avec cet écrivain et son rapport à l'écriture et au désir, parce que allez, c'est difficile d'en choisir un, parce que j'ai l'impression que c'est un peu tout ce qui les anime. Instinctivement, je te dirais Hemingway si tu l'as déjà cité, mais je trouve qu'il restait bien, oui, en tout cas ce feu intérieur comme Romain Gary. Hein. D'ailleurs, Romain Gary le portait aussi. Son pseudo, Émile était rien de plus que le. Enfin, je me souviens plus. Je pense que c'était en russe que Ajar veut dire la flamme. S'il y a des spécialistes ou des bilingues en russe qui pourraient m'aider, je crois que c'est en russe, mais je suis pas très sûr. Ajar, c'était la flamme, donc c'était juste pour dire que chaque écrivain est porteur d'un feu intérieur, c'est sûr. Euh, Récemment aussi, bah, je peux citer tout bêtement, j'espère que vous l'avez lu, le feu de Maria Pourchet, qui parle assez bien du désir à travers une histoire d'adultère. Elle illustre avec une situation très 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 simple un phénomène d'incompréhension entre les êtres et entre les sexes qui est assez fulgurant, je trouve. Euh,
Donc là, immédiatement, je te dirais peut-être Maria Porchet, parce que je l'ai récemment lu, et que c'est aussi bien de parler du contemporain, mais on pourrait aussi évoquer Balzac ou Flaubert, mais bon, ce sont que des vieux monsieur moustachus, donc étant donné que je suis entouré que de femmes, et que aussi les femmes parlent, je pense, bien mieux du désir que les hommes, et puis que la littérature en a fait bien trop aussi. Euh, je, voilà, je préférerais m'arrêter là sur cette question de, des auteurs et des autrices, parce que je pense que c'est universellement partagé. Enfin, Et toi, tu fais comment du coup? et alors ça, c'est c'est encore plus difficile, mais c'est un rapport qui est ambivalent, je dirais, parce qu'il y a effectivement l'appel du, l'appel du texte, l'appel l'appel des, oui, l'appel des mots, et puis il y a aussi ce mouvement retour, cette résistance qui fait que moi, des fois, ça peut être un rejet, un rapport de rejet total à la feuille, comme un appel brutal de me lever à l'aube pour avoir juste le fil d'une idée qui me passe par la tête et qui me dit non, celle-là, il faut que tu l'écrives avant de l'oublier. Donc il y a vraiment un rapport aussi qui peut être très méthodique où je me force, enfin je force à convoquer des images bah, c'est des lectures forcées où effectivement je suis devant le traitement de texte, mais il y a aussi ce rapport qui est plutôt spontané aussi, des fois où c'est un moment, un souvenir, une évocation, un rapport d'image qui fait que d'un seul coup, il faut que je prenne mon carnet, que je note ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, ou ce qui m'est revenu. Et donc, c'est vraiment inconstant. Voilà. Je préfère dire Donc, tu as, un rapport attraction-répulsion en fait, oui. mais tu as quand même ce côté où des fois c'est obligatoire. Oui, oui, Ouais. oui, bien sûr, il existe, mais c'est un rapport qui est des fois que je force ou que je laisse venir, mais c'est pas tout le temps, enfin, c'est pas, il n'est pas là en permanence. C'est ce que je veux dire. Non, c'est pas. Enfin, j'ai peu entendu de gens qui l'ont en permanence. Déjà, je pense que ce serait assez difficile à vivre. Euh, je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que quelqu'un d'autre ressent cet aspect quasi obligatoire en fait, d'écrire? Oui, j'aimerais bien en parler si, Ouais, vas-y, bonsoir. vas-y, bonsoir. Oui, du coup, bah, je suis assez d'accord avec Adrien sur le fait que, voilà, des fois, on a vraiment envie de s'y mettre et puis, des fois, on a envie de s'y mettre, mais pas grand-chose à dire. Des fois, on n'a pas envie de s'y mettre, mais on sent qu'il y aurait un truc à dire. Donc parfois, c'est vrai que c'est un peu instable tout ça, mais ça dépend aussi après de comment s'organise la vie. Alors je ne sais pas, enfin, chacun, si vous avez un travail qui vous prend plus ou moins de temps dans la journée, et cetera. Mais moi, en ce qui me concerne, enfin, je suis intermittente du spectacle, du coup, je vais travailler, parfois pendant, 2-3 mois, puis je vais avoir un mois pendant lequel je ne travaille pas du tout. Donc c'est pendant ce mois-là, forcément, que je vais avoir plus de facilité à écrire et à produire des petites choses. Mais c'est vrai que voilà, j'ai un peu une tension pendant mes périodes de travail, on va dire, pendant les périodes de non-écriture, qui sont aussi parfois un peu, pas bénéfiques, mais où je vais emmagasiner un peu plein d'idées, noter des choses sans forcément prendre le temps de le rédiger et ensuite me mettre vraiment au travail quand je sais que j'aurai une journée ou plusieurs journées de libre devant moi, quoi. Voilà. Et donc, il y a quand même ce truc où quand tu peux pas, tu as le désir qui est là et tu es obligé d'écrire des petites choses parce que ça reste dans ta tête. Ouais, ouais, Ouais. complètement. Ouais. Ouais, Qu'en sinon, fait, peut-être qu'on devrait arrêter d'essayer d'écrire et que tout arriverait plus facilement. mmh mh. Ouais, ouais, peut-être, c'est Peut-être. Et tu écris quoi du coup? alors moi plutôt, donc en fait j'ai écrit un 1er roman, bah, pendant le confinement en fait, en premier en mars dernier. Vraiment, enfin voilà, en 2-3 mois à peu près, j'ai obtenu un texte, que j'estime assez terminé. Mais c'est vrai que j'ai pas vraiment trop pris le temps de le relire une deuxième fois et de tout corriger. Enfin, en tout cas, je sais qu'il y a des phrases qui me déplaisent encore pas mal. Et du coup, je l'ai un petit peu laissé de côté et là, j'en ai commencé un deuxième. Je pense que j'en suis à peu près
au tiers du deuxième. Et j'étais assez, enfin, j'ai attrapé la conférence en cours de route, mais j'étais assez d'accord avec toi quand tu disais que le roman était déjà là et qu'il attendait en fait d'être écrit en fait. Et c'est un peu ce truc-là que j'ai du coup. Pour l'instant, je me dis qu'il y a un univers qui est là et maintenant il faut que je mette mes chaussures dans les chaussons du roman quoi et que je le termine quoi. Mais en tout cas pour le coup, c'est une sensation vraiment différente que pour l'écriture du premier. Parce que le premier, j'étais vraiment dans un truc un peu plus violent et un peu plus difficile au texte, dans le sens où j'étais pas super contente des paragraphes, je sentais que ça venait pas naturellement. Et là, pour le coup, il arrive avec beaucoup moins de pression parce que déjà j'ai la fin en tête et, euh, et je sais que j'ai pas forcément de pression vis-à-vis d'une date butoir ou de quelque chose. Enfin, c'est plus un accompagnement et une sorte d'accompagnant que j'ai au quotidien qu'un fardeau, en fait. Voilà. Et donc, c'est vrai que, je sais pas, enfin, ce rapport au texte, fardeau-compagnon, ça doit être un peu différent selon les personnes, quoi. Bah, du coup, je vais faire un petit pont avec ce que je disais en début de conférence, d'abord parce que tu Oui. l'as loupé, puis comme ça pour les autres par rapport à ton expérience perso. Mais juste avant ça, je vais te demander comment ils te viennent tes sujets. Alors les sujets, ça va être par rapport à des petits événements que j'ai vécus et qui vont être un peu décisifs par rapport à ce que je vais écrire. Par exemple, mon premier roman, en fait, il parle d'une surveillante qui arrive dans un collège en cours d'année et qui assiste aux conséquences d'un événement dramatique qui arrivait quelques semaines avant son arrivée. Et en fait, moi, il y a 4 ans, j'ai été surveillante dans un collège. Et même si j'ai pas de souvenir ultra précis de cette expérience-là, enfin, j'ai vraiment l'arène et l'environnement du collège et des gens que j'ai rencontrés présents dans la tête. Et donc, c'est vrai que voilà, je m'en inspire un petit peu, mais sans retraduire vraiment des impressions. Après, ça va être beaucoup aussi des romans. Par exemple, je sais pas si vous connaissez le roman de Camus qui s'appelle Le Malentendu aussi c'est l'histoire comment on appelle ça, d'une mère et d'une fille qui gardent une auberge. Et en fait, il y a le fils qui revient dans cette auberge, mais que la mère et la sœur ne reconnaissent pas. Et donc, en fait, elles vont sans le savoir, tuer cet homme-là qui faisait partie de leur famille, quoi. Et donc, à partir de ça, j'en ai un petit peu tiré une autre nouvelle un peu qui se passerait aujourd'hui. Mais voilà, ça va être un peu un entrelac entre des choses vécues et des choses lues, quoi. Voilà. Mm. Et est-ce que ça t'est arrivé, par exemple, vu qu'il y a un petit peu d'inspiration du réel, de ce que tu as vécu, de te dire, mais pourquoi j'écris précisément sur ça dans ma vie? Parce que des fois, on écrit sur des anecdotes ou alors des sentiments qu'on a eus, mais on est obligé de broder de la fiction autour pour les faire revivre, etc. Comment tu te places par rapport à ça? Par rapport au réel, enfin, par exemple, pourquoi je vais choisir une expérience plutôt qu'une autre Alors pas pourquoi, mais plus est-ce que tu t'es est-ce que ça t'a perturbé de te dire pourquoi ça et pas autre chose, par exemple, tu vois? Hum, pas tellement. En fait, j'ai l'impression que c'est pas que c'est évident, mais c'est juste que j'ai envie d'en parler et de mettre ces images-là devant les yeux des potentiels lecteurs par la suite, quoi. Parce que c'est des surprises que j'ai vécues et c'est des surprises que j'ai envie aussi de retranscrire, quoi. Pour le coup, ça va être ça. Ok, bah écoute, en fait, il y aura un replay de la conférence, mais ce qu'on expliquait au début, en fait, c'est que le désir, ça vient d'une déception que quelque chose n'existe pas Mhm. et d'images que nous, on va avoir et l'envie qu'on a de les transmettre aux autres, en fait, finalement. Et en fait, enfin, c'est discutable hein, ce que tu dis évidemment, mais ce que j'entends dans ce que tu dis, les références que j'ai citées, etc., et dans les retours qu'on a eus par rapport au texte de création dans la revue Début, donc de jeunes auteurs qui créent pour la première fois, c'est vraiment ce truc de ça manque et je voudrais que les autres le sachent parce que moi je sais que ça existe et j'aurais envie de vous le communiquer. Et Mhm. en fait, tout cet aspect-là, finalement, ce désir,
ce désir de faire exister quelque chose ou d'être triste parce que ça n'existe pas, c'est ce que j'ai appelé tout à l'heure le noyau, c'est en fait ce qui est vraiment au fond du ventre et qui donne ce moteur-là et cette envie d'écrire. Ensuite, à partir de ça, je disais qu'il y avait une très bonne conférence de Céline Sciamma sur la méthodologie de comment écrire à partir de ce désir sans le trahir. Donc ça, je vous enverrai les liens. Mais ce que je trouve intéressant dans ton expérience, Juliana, c'est aussi vraiment le côté, pour le deuxième texte, tu as déjà la fin. Donc tu sais déjà de quoi ça va parler. Ce que tu as fait en progrès par rapport au premier texte, finalement, c'est que tu as formulé un peu plus tôt, même si tu ne l'as pas écrit, mais tu le sais toi, tu l'as formulé au moins dans ta tête, ton sujet d'écriture. Et en fait, tu as mis ce que tu voulais écrire, tu as formulé ton sujet, et à partir de ça, maintenant, c'est peut-être plus facile aussi d'écrire la suite. En fait. C'est un truc que j'ai remarqué dans beaucoup de cas de jeunes auteurs, c'est que les premiers textes, c'est une écriture qui est assez violente, parce que ça sort, ça jaillit, etc. Sauf peut-être à l'exception de ceux qui ont vraiment fait des études littéraires avec comme ambition d'être écrivain depuis des années. Du coup, ils ont toujours écrit dans des carnets, des poèmes, des trucs comme ça. Mais tous ceux qui écrivent un peu plus tard ou qui n'envisageaient pas ça forcément tout de suite me racontent une violence d'écriture. Et ensuite, de plus en plus de facilité à identifier le sujet dont ils veulent parler et ensuite à l'utiliser comme guide et comme moteur en fait, des œuvres postérieures. Bon, évidemment, je n'ai pas sondé toute l'humanité, mais c'est quand même mon retour, c'est que ces réflexions-là reviennent assez souvent. Donc je me dis qu'il y a peut-être quelque chose voilà, de vrai et de statistiquement, je veux dire, qui s'étend à beaucoup de personnes. Et du coup, merci pour ton De partage rien, avec d'expérience. plaisir. Merci beaucoup. Je vais lire un petit message qu'on a eu sur la discussion de Mélina qui était dans les transports et qui nous citait, bah oui, évidemment, Patrick Suskind et Le Parfum comme roman autour du désir, parce qu'il se dégageait un sentiment permanent de désir inassouvi. Bon, voilà, même si vous connaissez la scène finale et notamment celle du film, où il y a de l'assouvissement du désir, justement, dans des proportions très larges. Et du coup, effectivement, ça, c'est un vrai texte autour du désir. Et je pense pas forcément que ça veut raconter à la base les scènes qui se passent. Je pense que ça parle justement du désir, ça parle de la recherche, etc. Et pas forcément... enfin, comment dire? Je pense que la fiction brode autour du désir et que l'histoire n'est qu'un prétexte, finalement, peut-être, pour parler de ce dont on voulait parler à la base et que finalement, tout notre travail va être de construire ce prétexte pour amener au sujet final ou initial, en tout cas, dont on voulait parler. Et merci aussi, Adrien, d'avoir partagé ton expérience. Je connais Adrien, donc je sais un petit peu plus ce qu'il écrit, donc c'est plutôt des romans aussi. Et je voulais te demander, Adrien, peut-être, et ensuite mesdames, car je crois qu'il ne reste que des dames, je veux bien votre avis aussi ou votre partage d'expérience. Adrien, comment il t'est venu ton dernier sujet d'écriture en cours, si tu en as un? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, le dernier sujet, euh, il est essentiellement identitaire en fait. C'est surtout né d'un sentiment d'étrangeté, enfin, par rapport, euh, comment dire, je vais essayer de le formuler simplement, mais un, oui, un sentiment parfois de ressentir une étrangeté en étant au monde. Enfin, j'arrivais pas à le formuler très clairement, mais à me dire voilà, qui je suis. C'est toujours très bête, c'est une Tu veux question. dire que tu es bizarre? On est tous bizarres. Oui, non, T'inquiète non, pas. mais, non, non, mais c'est, enfin, je veux dire, qui je suis dans le sens pas, enfin, dans un sens assez général. Enfin, c'était peut-être une quête identitaire et donc un questionnement sur la famille et les racines, parce que voilà, on est tous quand même bénéficiaires d'un patrimoine qui soit génétique, culturel et social. Et en fait, euh, enfin, la transmission, enfin, j'avais l'impression que la transmission familiale faisait que il y avait des sujets qui n'étaient pas abordés au sein de ma famille et que j'avais le besoin d'éclaircir.
de comprendre parfois dans des silences, parfois dans des repas, dans des scènes de la vie quotidienne, des choses que j'arrivais pas à, enfin, dont je sentais l'étrangeté justement, et dont j'avais besoin de mettre en mots. Et donc, c'était surtout ça, c'était de questionner donc, des rapports au quotidien et à l'identité. Et donc, c'est une espèce de grand travail d'archives sur la mémoire familiale et la transmission, est-ce qu'elle elle implique une génération à une autre. Et donc oui, donc, mon thème est assez finalement classique, c'est un travail familial, et, donc, et aussi le récit d'une histoire d'un territoire qui n'existe plus. Voilà. Ça, c'est l'autre part d'étrangeté qui est en questionnant justement la mémoire de mes grands-parents surtout, qui m'ont souvent parlé en fait de leur pays d'origine, qui n'existe plus. Donc c'était ce sujet aussi que je voulais aborder, et c'était au fur et à mesure que les questions ont plu, et enfin, pendant les repas, et que j'ai réussi à peu près à constituer euh, un moteur d'écriture, je me suis rendu compte qu'en fait, il y a la réalité historique, et puis après, il y a ce que la fiction en fait. Pardon, je dévie encore, ça c'est mon grand problème. Tu me recadres hein, pour le désir, parce Vas-y. que le désir, il est venu aussi de ce besoin de comprendre jusqu'où est-ce qu'on pouvait aller travailler aussi. Enfin, pas travailler, enfin, je ne sais pas si on travaille ou on joue quand on écrit, ça c'est un grand problème aussi, mais de savoir jusqu'où est-ce qu'on pouvait entrelacer le réel avec notre part de nous-mêmes qui nous pousse à romancer, enfin, à venir l'altérer, et finalement à le transformer pour le rendre encore plus vrai que, que ce qu'on est, enfin, que ce qui a été vécu, ou euh, ce qui est originellement prévu. Mais ça, c'est le travail peut-être de l'écrivain aussi, voilà, c'est de cristalliser ce désir quoi, dans la, voilà, dans la phrase. Et donc, là, je suis en pleine reprise de ce texte, et c'est ça qui me coupe le plus, c'est d'essayer de rester dans une forme de justesse entre ce qui est vraiment et ce qui est du fruit de la fiction, en fait. Ok. C'est ça pourrait être un fil tendu, en fait, entre les deux éléments, et c'est ce qui me tient pour l'instant. C'est de savoir où est-ce que je vais chercher le réel, et où est-ce que je mets ma patte. Et c'est ça qui me maintient dans une tension. Bah, c'est hyper intéressant parce que là, tu as à la fois bah, cette recherche entre le réel et l'historique et le fictionnel qui va être finalement peut-être ton désir esthétique, en fait, quelque part. Tu as un désir identitaire euh, qui, qui, euh, qui est peut-être ton désir aussi personnel ou en tout cas familial, enfin en tout cas qui va te toucher toi, Adrien, et pas forcément l'auteur. Mais les deux sont quand même très liés, évidemment. Et puis dans ce que tu dis, tu as aussi un aspect de curiosité, de compréhension en fait. Tu écris aussi pour comprendre. Tu écris pour... enfin, tu m'arrêtes si je me trompe, hein, mais je reprends tes mots. Tu écris pour comprendre. Et puis il y avait aussi un côté parler de ce qui n'existe pas. D'un pays qui n'existe pas, c'est quand même c'est fort parce que déjà tu dois l'imaginer et en même temps, j'imagine que même s'il n'existe pas, il n'a pas dû être englouti sous les eaux. Il a une réalité géographique mais des frontières différentes. Donc tu te places dans quelque chose qui existe pour les autres mais qui est différent pour tes personnages. Euh, et je trouve que ça rejoint pas mal ce qu'on pouvait dire sur faire apparaître quelque chose qui n'existe pas. On dit parfois qu'il y a tous les livres qui ont déjà été écrits et que tous les sujets ont été abordés. Mais un bon livre, c'est vrai que c'est aussi un livre qui ouvre une nouvelle perspective, même sur un sujet déjà abordé. Par exemple, tu parlais du livre Feu de Maria Pourchet. Moi, on m'en a dit qu'il faisait apparaître justement cet aspect de désir, alors que pour le coup des histoires d'amour, on en a déjà lu des tonnes et des tonnes, et que là, il y avait encore un nouvel aspect qui était abordé. Et c'est ça que je trouve intéressant dans les textes, c'est
même si des sujets sont abordés, bon, le tien en l'occurrence ne l'est pas, ou pas beaucoup en tout cas, mais même dans des sujets déjà abordés, de trouver une facette pour montrer ce qui n'existe pas. Et je trouve que c'est la phase B de la phase A du désir, en fait. C'est le verso du désir initial d'écrire sur quelque chose. C'est surtout si on veut être lu ou édité, en tout cas, parce que là, je m'adresse aussi à des personnes qui écrivent plutôt pour être lues. J'aurais pas de conseils énormes sur vos journaux intimes, euh, même si c'est tout à fait légitime et tout, mais voilà. Euh, il faut avoir cette envie de, pas forcément de transmettre au sens professoral ou au sens je vais t'expliquer quelque chose, mais plus en tant qu'être humain, de dire regarde, on vit à côté, mais toi tu sais pas que ça existe et moi je sais, viens, je vais te montrer en fait. Ça, c'est vachement chouette. En tout cas, sur ton projet, j'entends ça et je trouve ça hyper cool. Et on a hâte de le Merci. lire, sans vouloir te mettre la pression. Il va falloir, Ouais, une grosse pression, ouais, je sais. Ouais, merci en y tout aller. cas. Allez, J'espère que vous aussi, vous voulez tous lire le livre d'Adrien. merci. On verra ce Voilà. que ça donne. Ah, ouais. Bon, il y a encore du boulot. Là, je suis dessus, mais il ne me quitte pas. Comme tu dis, c'est un truc qui nous tient pour l'instant. Ouais. Xavier, Sylvie, Jen, peut-être que l'une d'entre vous veut s'exprimer sur justement cet aspect de désir, en tout cas de moteur d'écriture, peut-être, si vous en avez envie. Peut-être essayer. Je vous avais envoyé un mot suite à la conférence de la précédente sur les débuts, sur la mise en route, sur les bribes, les carnets fous, tout ce qui peut contenir une matière pour un roman, pour écrire un texte abouti. J'avais parlé de chantier. Je ne sais pas si le message revient en mémoire. Oui, si, très bien. Déjà, merci pour toutes ces choses-là, participer, voilà, de sortir un petit peu de cette solitude du matin, de l'aube, gagner en régularité. On parlait tout à l'heure de concilier la méthode et le désir, mais je crois qu'effectivement, il faut arriver à vaincre beaucoup d'obstacles liés à la vie quotidienne, etc. Bon, j'ai commencé un chantier en 1990 sur un sujet obsessionnel, je dirais, suite alors qui appartient peut-être à l'intime, c'est voilà, l'assassinat à Paris d'une amie grecque, voilà, et ça m'a poursuivi depuis ces années-là. Et finalement, ce désir d'écrire s'est transformé en une sorte de contournement, de ne pas pouvoir parler justement de ça. Et comment, bon, ça y est, bon, j'ai fait aussi, j'ai quand même travaillé le sujet et j'arrive enfin. Alors, il y a eu des moments d'interruption, des moments effectivement où je me suis tournée vers d'autres textes, parce que je désirais vraiment peut-être écrire différemment aussi, mais je suis revenue à ce travail-là et là, bon, j'ai peut-être la chance maintenant d'avoir gagné l'Otium Literarium nécessaire pour peut-être voilà, ne penser qu'à ça. Voilà. Et ça paye, cette régularité. Il faut une régularité, une méthode aussi pour ordonner ce désir, cette obsession. Voilà. Et maintenant, je voudrais voilà, partager. Alors, le problème avec ce livre, c'est que le désir de ce livre se réinitialise, ce qui fait que je suis dans des problèmes de structure. Et là aussi, comment concilier bon, la part intime, autobiographie, mais vraiment entre guillemets, parce que depuis, tout a été chamboulé par la vie elle-même. Et c'est ça qui est formidable dans l'écriture aussi, c'est de maintenir toujours un chemin parallèle, voilà, avec la vie. Voilà, l'écriture, c'est un chemin parallèle qui surligne, souligne, s'attarde, se perd, mais avec aujourd'hui la volonté de le partager vraiment.
Voilà, d'où des ateliers aussi avec les mots où j'ai proposé, où j'ai eu des retours voilà, sur ce moment de la rencontre, hein, le tout premier de l'école des mots. Je pense que tout le monde connaît ici, peut-être. Et voilà, donc on parlait tout à l'heure de cette capacité à tenir le coup, je crois que c'est important. Il y a trop de choses à dire aussi sur ce sujet. Je suis en train de lire Feu, effectivement. Trouver un style pour parler voilà, avec l'alternance des voix. J'adore Italo Calvino, je ne connaissais pas Sous le soleil jaguar. Virginia Woolf, elle m'est venue tout de suite aussi avec les vagues. Les vagues, j'adore, c'est le désir toujours de... Et puis aussi peut-être écrire, mais parler, dire qu'on écrit dans... Comment concilier à la fois un roman qui serait simplement un roman, récit, action, je dirais, et puis faire sans que ça devienne ennuyeux, mais toujours sous-jacent le thème du désir d'écrire dans un roman aussi, sans devenir, voilà, désir d'écrire qui est peut-être premier par rapport à tout. C'est très... Il y a beaucoup de choses là hein, qui peuvent sortir Ouais. d'un coup, je suis désolée. Oh non, non, vous C'est excusez difficile pas. de parler de ça déjà. Et voilà, voilà pour ma petite contribution. Je vais Et, réagir sur deux, trois toutes petites choses et voilà. puis après, je vais vous poser des questions comme les autres, si ça vous va. C'est vrai que le désir d'écrire, c'est un sujet qui est un peu casse-gueule en vrai, parce que en tant qu'éditrice de la revue Début, et je parle que dans ce cadre-là, hein, je ne parle pas d'autres éditeurs, donc je ne sais pas pour les autres, mais c'est ce que j'ai vu à l'école Les Mots aussi et pour la revue Début. Beaucoup de gens écrivent sur le fait d'écrire. D'abord parce que quand on écrit pour la première fois, ben, on est aussi un petit peu émerveillé, on a envie de raconter ça, parce qu'on comprend plein de choses d'un coup, parce que des pièces du puzzle peuvent s'assembler aussi dans nos vies à ce moment-là, et on a envie de raconter ça. Et du coup, on reçoit pour début sur les textes qu'on reçoit, il y a au moins un tiers des textes qui sont sur la découverte de l'écriture. Et pour que ça soit intéressant, en sachant que les éditeurs, les lecteurs, les auteurs sont quand même souvent les mêmes personnes et qu'on a tous eu ces premiers émois de l'écriture, il faut avoir quelque chose de plus à dire, une forme particulière, un style spécial et pas forcément s'arrêter à écrire. Moi, quand j'ai commencé à écrire, c'était super parce que les éditeurs qui reçoivent ça, ils peuvent peut-être en avoir déjà beaucoup eu et se dire qu'est-ce qu'il y a en plus dans ce texte-là. Donc c'est un écueil dans lequel on tombe tous. Moi, la première, j'étais très contente d'écrire sur le fait d'écrire, jusqu'à ce que je me rende compte que tout le monde écrivait sur le fait qu'on était des jeunes écrivains et tout ça. Et à un moment, je me suis dit, ouh là 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 là, il faut être plus profond, il faut avoir d'autres sujets. Ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas un sujet profond, c'est un sujet absolument essentiel. Il faut évidemment écrire sur ça si vous avez envie, mais savoir faire la part des choses entre est-ce que je suis en train d'écrire ce que je suis en train de vivre et que ça a un intérêt pour quelqu'un qui va le lire. La réponse est quand même souvent oui, hein, ne vous inquiétez pas. Ou est-ce que finalement ce texte, après 6 mois de repos, 1 an de repos, je me dis bon, c'est pas le roman que j'avais envie de faire, mais quand même, pourquoi pas, c'est intéressant. Ça, c'est vraiment personnel et ça dépendra sans doute de la forme que vous avez choisie, de l'histoire que vous mettez autour, de votre style aussi, qui parfois peut justifier un roman entier sur le fait d'écrire. Il n'y a pas de réponse fermée. Je sais qu'il y a beaucoup d'éditeurs qui détestent recevoir des textes sur ça. Moi, c'est pas mon cas du tout. J'aime bien parce que je trouve que c'est émouvant. Et en même temps, il y a souvent des choses nouvelles, contrairement à ce que beaucoup d'éditeurs disent. Mais il faut savoir quand même que écrire sur le fait d'écrire, pour plein d'éditeurs, il y a une petite frilosité à lire votre texte ensuite derrière. Il y a un préjugé, en fait, je pense, qui n'est pas incontournable, mais il y a un petit préjugé. Ce qui m'a beaucoup intéressée, Sylvie, dans ce que vous avez dit, en fait, ça va être
le moteur d'écriture. Alors, c'est vrai que l'histoire dont vous parlez, ce que vous allez raconter, c'est un drame qui est important. Donc, ça appelle tout de suite du romanesque. Si quelqu'un vit quelque chose comme ça dans sa vie, c'est pas extrêmement surprenant qu'il choisisse ce sujet-là. Et la question que je posais tout à l'heure à Juliana, qui était pourquoi ce sujet-là et pas un autre, en fait, euh, c'est parce que dans le cas de Juliana, la chose vécue avait moins cet aspect dramatique, même si, au premier abord, bien sûr, mais même si ça implique tout un tas de choses et tout un tas d'étrangetés, d'aspérités dans une vie, de compréhension du monde différente, etc. Mais on est moins dans quelque chose qui va tout de suite appeler quelqu'un à se dire « Mon Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Alors que dans votre cas, Sylvie, effectivement, un événement comme ça, on la voit tout de suite, la dramaturgie, en fait, derrière. Et en fait, pourquoi moi, ma question, mais c'est vraiment une question ouverte parce que j'ai pas de réponse. Et ce qui me fascine dans ce que vous dites toutes les deux, c'est vraiment cet aspect. Pourquoi c'est ce sujet-là qui nous a touchés. Donc, du côté de Sylvie, c'est plus évident parce que quand on vit quelque chose comme ça, on a peut-être du mal à penser à autre chose, à imaginer autre chose. On a envie peut-être de décortiquer chaque aspect, chaque facette, d'en parler aux autres, que les autres se rendent compte aussi, puisque des fois, quand c'est des drames, on veut juste écrire pour que les gens sachent, ou alors pour raconter l'histoire, pour faire survivre quelqu'un. Il y a plein de choses autour de tout ça. Et quand on écrit sur des événements, alors, soit plus communs aux autres personnes, des choses que plusieurs personnes auraient pu vivre, comme typiquement une histoire d'amour, soit qui ont l'air moins d'avoir un aspect dramatique au sens dramaturgie, hein, pas au sens triste tout de suite. Bah, moi, ça me fascine en fait. J'aimerais bien comprendre pourquoi ces éléments-là, ces événements nous traversent au point de se dire je vais écrire tout un roman dessus et je vais passer une année ou 10 années ou 15 années à décortiquer tout ça. Et Sylvie, vous avez utilisé un mot que je trouve assez juste, c'est le mot d'obsession, parce que le désir dont on parlait tout à l'heure, si on ne le nourrit pas, si on ne le laisse pas s'exprimer, si on ne trouve pas ces plages où on ne travaille pas et où on peut, comment dire, ne faire qu'écrire, comme disait Juliana tout à l'heure, il y a ce côté où des fois on peut écrire, des fois on ne peut pas écrire. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe si ce désir, il n'est jamais réalisé et tout? Il va y avoir une obsession et ça va être sans doute dévastateur, etc. Et finalement, le désir, pour moi, c'est aussi un peu l'assouvissement l'écriture, pardon, c'est un peu l'assouvissement de ce désir qui pourrait se transformer en obsession. Mais je reste fascinée quand même de tous ces désirs et ces urgences d'écrire qui naissent d'éléments qui peuvent être rebattus comme l'histoire d'amour ou comme le fait d'écrire, parce qu'on pense à tort ou à raison qu'en fait, on a une nouvelle facette à faire émerger de ça, un nouveau truc à communiquer à quelqu'un d'autre. Et en fait, de ce que vous dites, c'est des réflexions que je fais au fur et à mesure de la conférence. Hein. Je n'avais pas tout écrit. Et de ce que vous me dites et de tout ce que m'ont dit les jeunes en atelier d'écriture, les auteurs de début, etc., c'est vraiment faire émerger quelque chose que les autres ne connaissent pas. Remettre devant, en fait, quelque chose qui est planqué sous une tonne de silence pour X raisons que ce soit, parce que c'est un événement très rare, que les autres n'ont pas vécu, ou parce que vous seul l'avez vécu de cette façon-là, etc., etc. Et je trouvais que c'était ça, en fait, quand j'ai entendu vos 3 témoignages, c'est vraiment ce qui m'a le plus fait tilt, quoi, sur l'aspect du désir en écriture. Voilà. Si quelqu'un veut réagir ou commenter ou donner son expérience complémentaire. En fait, c'est terrible parce qu'on a envie de... Il y a plein de trucs qui viennent. Au moment où vous parlez, moi, j'ai plein de choses qui arrivent, donc Allez-y. forcément, je sais pas trop comment les mettre un peu... Mais en fait, c'est tout à fait exactement moi, en fait. Je crois que c'est le problème. C'est que du coup, j'ai plein de désirs, j'ai plein d'envies, j'ai plein de choses j'ai plein de freins aussi, je pense, sur ce que j'écris un peu plein de choses, mais je vais rarement au bout.
je dis ça alors que je viens de finir un mémoire quand même sur l'écriture, donc je vais quand même au bout sur certaines choses, mais c'est parce que j'avais un DU à la fin et que j'étais obligée, que j'avais une espèce d'échéance, mais sinon j'ai vraiment du mal à aller au bout alors que j'ai beaucoup d'envie. Enfin, et surtout, en vous écoutant là, en fait, je pense à plein de textes, plein de choses que j'ai envie de partager. C'est terrible, ça bouillonne tout le temps sur ce genre de choses. Et je me suis dit, c'est marrant parce qu'au début, j'ai commencé en me disant, non, mais moi, le désir, pas de l'écriture, hein, mais le désir en général, dans les rapports amoureux, tout ça, moi, ça m'intéresse pas trop, etc. Enfin, j'étais en train de me dire ça, et puis finalement, en fait, pour moi, le désir, ce serait peut-être le partage. En général, je crois que c'est ce qui c'est ce qui me fait, désirer écrire et lire aussi et partager, sur les textes et cetera, sur, le processus, les étapes, de création. Parce qu'il y a pas que l'écriture qui m'intéresse, j'aime bien, sur la création en général, en fait. Ça m'intéresse Mmh. beaucoup de voir, comment, les gens, enfin mettre en œuvre, un petit peu, voilà, leur création et cetera. Je relis un peu ce que je notais parce que du coup, j'ai noté des choses, oui, j'avais parlé d'un désir esthétique parce que moi, je crois que ce qui m'intéresserait là, maintenant, hein, ce qui n'était pas le cas avant ou quand j'ai commencé à balbutier un peu en écriture, ce serait un travail sur la langue quand même. Du coup, qui est pas forcément, je crois, ben, ce qui m'intéresse, c'est pas forcément ce qui intéresse, le plus grand nombre, en fait. C'est peut-être le problème. Non, Ce qui est c'est pas pas gra grave, non, c'est le c'est vraiment problème pas grave. pour C'est un l'édition, je veux dire, hein. Après Ouais, c'est pour un peu moi, bon, frustrant parfois, mais voilà. c'est pas grave du tout, au contraire, ça c'est Voilà, très bien. après de toute façon, j'accepte que à la fois j'ai envie d'être lue, puisque sinon, mais en même temps, je me dis: «De toute façon, je vais pas me forcer à écrire des choses que les autres veulent lire». Enfin, moi, ça m'intéresse pas pour le coup. Donc, bon, si jamais ça n'intéresse pas les gens, bah, tant pis en fait, je crois qu'en fait, c'est pas grave, voilà, il y a ce désir-là et aussi le désir, je crois, des vies, j'aime beaucoup ce terme que j'ai lu que je conseille d'ailleurs, hein, le livre d'Alice Zeniter, heu, qui est paru chez l'Arche, «Je ne suis pas une fille, facile» ou attends, je sais plus comment ça je retrouverai, je vais retrouver après, je le mettrai où elle évoque les vies, silenciées et j'aime beaucoup ce terme parce que je crois que c'est ça, moi, qui m'intéresse. En fait, de parler des vies silenciées. Sinon, en fait, la littérature, elle m'intéresse pour ça, je crois. Le quotidien, des choses, pas forcément grandiloquents, en fait, je suis pas hyper, voilà, ça m'intéresse pas de raconter, tout ce qui va bien, en fait. Ouais, pour ça un peu, voilà, je pars un peu dans tous les sens, hein, je suis désolée. Et étonnamment, j'ai pensé à Laurent Godet qui est un peu pour autant, qui écrit des grandes épopées, qui décrit des grandes fables, sur le désir parce que pour moi, ça aurait été, je pense, un écrivain du désir quand même. Enfin, il écrit sur le désir de vivre, le désir d'avancer et cetera. Et après, un livre, que je pense que, je l'ai vu, là, dans la bibliothèque. Je crois qu'il y a rarement un livre qui m'a donné autant envie de créer, mais la création au sens large, qui m'a donné autant de désir que Just a Kid de Patti Smith. Je crois que ce livre, il m'a fait, en fait, ça m'a fait bouillonner dans tous les sens, voilà, donc je le conseille celui-ci, si jamais. Voilà, après, voilà, en fait, j'ai envie de parler de plein de choses, mais c'est plus dans le partage de choses qui, moi, m'ont plu à lire et cetera, voilà, être dans l'échange, en fait, à ce niveau-là. J'ai plein de livres que j'aurais envie de parler avec vous, mais j'en mettrai sur le côté si vous voulez, parce que je vais pas prendre la parole pendant 1000 ans. Voilà, je sais pas si c'est très clair, je pense que je suis partie un peu dans tous les sens. Voilà, je crois que par rapport à l'édition, parce que c'est quand même une question, qui est importante, je crois, dans le désir d'écrire peut-être, qui peut être, dans le désir d'être lu et être lu, comment être lu et cetera. J'ai discuté de ça il y a pas très longtemps avec une autrice, je sais pas si vous connaissez, qui est pas très, connue, mais que j'aime beaucoup, qui s'appelle Juliette Mézinck. Elle a écrit aux éditions de l'Attente, enfin bon, elle fait des trucs très particuliers, moi j'aime beaucoup et elle me disait, que commencer à être lu, ça peut prendre différentes formes en fait, enfin
voilà, elle fait partie des auteurs qui sont un peu dans la veine de François Bon. Je ne sais pas si vous connaissez. François Bon qui est au tiers-livre, et cetera. Enfin voilà, et elle me disait qu'il y a 10-15 ans, les auteurs au départ, ils commençaient par faire ça sur des blogs, et cetera. Enfin, maintenant c'est un peu désuet, mais en fait, ça avait beaucoup marché pour plein d'auteurs. Voilà, cet échange de pratiques et de textes, en fait, c'était l'édition avant l'édition, quoi. Enfin voilà. Voilà. Et ça m'a intéressée, voilà, de parler de ça avec elle et de la manière dont on peut quand même donner à être lu sans être forcément édité. Voilà, enfin, c'est Ouais, voilà. il y a pas mal de sujets autour d'édition qu'on va aborder avec la revue. Dans les différentes conférences qu'on va mener plus tard, il y en aura une, je pense, dont le thème sera être lu sans être édité, justement parce que aujourd'hui, quand on pense édition, on pense évidemment aux grandes maisons d'édition, mais c'est pas du tout le seul endroit. Et surtout, c'est pas le papier et le livre ne sont pas les seuls endroits où faire vivre des textes. Donc on reviendra dessus et merci en tout cas d'avoir évoqué ce sujet-là. Merci aussi pour les références parce que moi j'ai pas lu Just a Kid et ça m'a donné super envie, donc je pense que je vais le lire. Si vous pouvez le mettre juste dans le chat, les 2-3 petits livres, comme ça les autres en profitent aussi, ça serait chouette. Je pense j'ai une question par rapport à ce que vous avez dit en fait, parce que moi je partage cette idée que j'aime bien écrire sur les trucs qui vont pas bien, mais pas au sens écrire sur des trucs tristes, mais au sens écrire sur les petites aspérités ou sur ce qui manque ou sur tout ça. Et en même temps, j'ai quand même déjà lu des livres qui parlent de ce qui existe et de ce qui se passe juste en le racontant, qui sont aussi très beaux. Et en fait, je me demandais en fait, je me demandais ce qui faisait que j'aimais bien quand même ces livres, alors que pour le coup, moi, j'aime bien les livres sur la justice, j'aime bien les livres politiques, j'aime bien tout ce qui va être justement qui va remettre en avant quelque chose qui est négligé, par exemple. Et néanmoins, il y a de ces livres qui parlent de, de choses de la vie, du quotidien, etc., et qui sont quand même chouettes. Je ne sais pas si vous voyez ce dont je parle ou si je ne suis pas très claire peut-être, et qui sont bluffants quand même. Alors c'est une question de style évidemment, mais je crois qu'il y a quand même cet aspect c'est la première fois que je voyais cette chose-là que je vois tous les jours sous cet aspect-là. Et que même du coup dans les choses du quotidien, dans les livres sur tout ce qu'on connaît, sur, je ne sais pas moi, la vie de couple, la vie de famille, le travail, ces choses-là, et ben en fait il y a quand même toujours un point d'étonnement. Euh, et du coup, je trouve que c'est un peu bateau, hein, ce que je vais dire, pardon, mais ça fait un peu la beauté de la vie célébrée dans la littérature, etc. Et mon désir, en tout cas, en tant que lectrice, vient de là, c'est de me dire dans quoi je vais tomber quand je vais ouvrir un livre. Quel est le truc que je connais pas encore du monde qui va arriver, et pas nécessairement un truc hyper exotique de type ça se passe dans un pays que je ne connais pas du tout, mais vraiment plus qu'est-ce qui est nouveau en fait, qu'est-ce que moi j'ai pas vu dans la vie que ce livre va m'apporter. Et voilà, ça m'a fait penser à ça, au désir du lecteur, puisque j'en ai pas beaucoup parlé. Euh, et je trouve que le désir du lecteur et de l'auteur sont quand même souvent liés. D'abord parce que souvent les auteurs lisent beaucoup, et puis aussi parce que tous les auteurs que je connais, j'ai l'impression qu'ils essaient un peu d'écrire le livre qu'ils n'ont pas encore lu, et sans forcément le faire exprès ou le vouloir, mais en tout cas, à la fin, il y a un truc de ça n'existait pas, je suis contente de l'avoir écrit. Voilà. Merci, du coup. Oui, du coup, je voulais juste rebondir par rapport à ce que tu disais, Kat. C'est vrai, je suis vraiment d'accord par rapport à ton point de vue sur le fait, voilà, de vouloir lire des choses qu'on voit, mais de lire des choses racontées dont on peut être, voilà, spectateur dans la vie de tous les jours. Et c'est vrai que pour ça, moi, j'ai vraiment une passion pour Annie Ernaux, pour le coup, je trouve qui retranscrit au mieux des expériences, je trouve, de vie. Alors, elle, c'est de façon assez chronologique, puis elle a vécu des expériences quand même assez traumatisantes, mais c'est vrai que dans ces différentes œuvres, on a vraiment comme ça le passage du temps sur elle et sur les épreuves de sa vie. Et puis dans un style tout à fait différent aussi.
Il y a Laurent Mouvignier aussi que j'aime beaucoup. Je ne sais pas si vous avez lu son dernier Histoire de la nuit. Pour le coup, ça a vraiment été mon livre préféré de l'année dernière, quoi. Et il m'a accompagnée un peu comme ça sur un mois, quoi. C'était vraiment une lecture assez prenante et envoûtante, quoi. Enfin, sur un aspect comme ça tout petit, enfin, sur quelques maisons, et puis voilà, vraiment disséquer ce qui se passe à l'intérieur, et puis voir que le drame s'agrandit au fur et à mesure que l'histoire avance, quoi. Ça, c'était assez beau. Voilà. Ouais, je l'ai lu et je vois assez ce que tu veux dire. Et c'est vrai qu'il y a ce côté, ça dézoome, ça rezoome, ça dézoome. Et c'est presque un bouquin de 800 pages en une phrase, mais très lente. Et c'est assez fabuleux. C'est un peu genre le Proust de 2020, quoi. Il nous a fait un truc un peu comme ça. Et c'est marrant que tu parles de Annie Ernaux, parce qu'en posant ma question juste avant, j'avais en tête le texte Les années d'Annie Ernaux, qui parle de trucs qu'on connaît, en fait. Donc elle parle des décennies, en fait, je sais plus à partir de laquelle elle commence, peut-être 1950 jusqu'à 2000 à peu près. Et elle raconte les expériences communes, en tout cas en France, à ce moment-là, à travers la société de consommation, les produits qui étaient utilisés, les expériences politiques communes, les modes de vie, la vie de famille, etc. Et c'est un livre très entraînant, et pourtant qui parle de choses qu'on sait déjà, en fait, puisque c'est des choses qu'on a vues. Donc je trouve ça fascinant aussi, parce qu'il n'y a pas il n'y a pas un drame absolu dedans, en tout cas rien qu'on ne connaisse pas, quoi. Je veux dire, si elle parle d'un attentat, on était déjà au courant qu'il était arrivé. Et du coup, à chaque fois que je le lis, parce que c'est un truc que je relis très peu de livres, mais celui-là, oui, je me pose la question, pourquoi celui-là me fascine, en fait, alors qu'on sait tout ce qui se passe, on le sait déjà. C'est assez surprenant. Donc voilà, j'aimerais beaucoup parler avec Annie Ernaux de son noyau et de son désir d'écriture, mais pour lui poser cette question si un jour je pouvais. Ouais. Voilà, voilà. L'écriture comme un couteau. Ouais. Bah, tous les bouquins d'Annie Ernaux sur l'écriture, ils sont assez fabuleux. Ils sont assez fabuleux. Bon, bah, en tout cas, je pense qu'on va clôturer pour ce soir, parce que, sauf si Xavier, tu veux rajouter quelque chose, puisque tu n'es pas intervenu et qu'on te laisse. Oui, bah, j'écoutais ce que tout le monde avait à dire sur le sujet. Il y a beaucoup de choses qui se rejoignent, donc après, je vais faire que rajouter à ce qui a déjà été dit. Juste pour une autre référence, dernièrement, j'ai lu, parce que tu parlais du feu, on parlait de Romain Gary qui avait pris en russe le mot ajar qui signifie braise. Et dernièrement, j'ai lu Marina Tsvetaeva, Confession vivre avec le feu. Et pour elle, elle dit pourquoi j'écris? J'écris parce que je ne peux pas ne pas écrire. Donc voilà, elle ne peut pas envisager la vie sans l'écriture, et pour elle, la vie et l'écriture sont entremêlées, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, l'un ne va pas sans l'autre. Elle aura consacré toute sa vie à l'écriture. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elle a été très peu publiée de son vivant. Elle a été ignorée parce qu'on parlait il y a un moment donné dans la conversation, on parlait beaucoup des éditeurs, mais il y a eu des écrivaines, que ce soit donc Marina Tsvetaeva ou même Sylvia Plath, ont été assez ignorées durant leur vivant, et c'est une fois décédées que là, on les a vraiment découvertes. Mais malgré tout, elles continuaient d'écrire quoi qu'il en coûte et quoi qu'il arrive. Donc, je voulais juste apporter cette référence-là. Et pourquoi dernièrement, je me suis beaucoup penchée sur ces écrivaines, sur leurs journaux, justement, sur leurs écrits, etc. C'est parce que j'ai découvert moi aussi que j'avais besoin d'exprimer quelque chose, alors quel que soit ce quelque chose. Nous, on l'exprime par l'écriture, les peintres vont l'exprimer par la peinture, etc., etc. D'autres artistes polyvalents vont l'exprimer de différentes façons. J'ai l'impression qu'on écrit parce qu'on a quelque chose à dire, et que ce quelque chose, que ce soit autant, comme tu disais, quelque chose qui ne nous donne pas satisfaction dans le monde actuel, ou au contraire, qui est juste de la contemplation du monde tel qu'il est, puis de le retranscrire tel qu'il est, et de le montrer aux autres tel qu'on le voit soi-même. C'est parce on écrit parce qu'on a ce besoin, ce désir de dire les choses, et de le faire sortir quel qu'il soit et quelle que soit la forme. Donc pour nous, c'est l'écriture. Donc
ce à quoi je pensais pendant que je vous écoutais. Bah, je trouve que c'est d'autant plus juste que tu cites des écrivaines qui n'étaient pas connues finalement de leur vivant, parce que déjà qu'écrire, c'est pas super facile. Et si en plus voilà, on écrit tout seul toute notre vie sans avoir cette reconnaissance ou même parfois de la publication, il y a des gens qui écrivent toute leur vie sans être publiés. Ça veut dire que le désir, le moteur, il est presque inatteignable en fait. Il est là, il est surpuissant parce que c'est ingrat d'écrire quelque part. Même si c'est très satisfaisant et qu'on adore tous ça, il y a un côté où c'est pas très facile non plus, que ce soit du temps, que ce soit sur l'aspect social, des gens, enfin on se coupe un peu du monde aussi parfois. Et, Et Virginia Woolf, quand elle a écrit Les Vagues, après elle est tombée dans une grosse dépression. Justement, elle avait ces périodes où elle écrivait et c'était intense. Puis après, chaque livre qu'elle avait écrit, même si c'était un chef-d'œuvre, elle est tombée dans une espèce de dépression post-écriture. Donc, je pense, tu sais, oui, l'écriture nous met en joie, l'écriture nous apporte quelque chose, mais c'est pas juste du positif à quelque part, parce que c'est ce besoin qu'on a d'écrire, c'est parce qu'on a besoin de le sortir, puis une fois qu'on l'a écrit, c'est comme un deuil. Moi, je sais qu'après mon premier roman, j'ai vécu, qui était de la fiction, j'ai vécu un deuil terrible de mes personnages. Ça m'a pris 5 ans à l'écrire. J'ai fait des pauses parce que je travaillais, etc. Donc, quand j'avais besoin d'écrire leur histoire, puis quand j'ai terminé l'écriture, j'étais en deuil de mes personnages. C'était vraiment, ils m'avaient habité pendant 5 ans, puis je les ai laissés tomber. J'étais comme, oh, c'est fini, ça y est, j'ai dit ce que j'avais à dire. Donc, c'est ça. moi, je comprends. J'ai déjà entendu des gens me dire la même chose sur le deuil de l'histoire ou des personnages ou même du lieu, des fois du décor. Il y a quelqu'un qui m'a dit je suis nostalgique du décor de mon roman, j'aimerais y aller en vacances parce que ça me manque en fait. C'est un lieu qu'il avait imaginé et voilà. Moi, c'est pas tout à fait la même chose, mais quand j'écris, je sens qu'il y a une sorte de force qui m'habite, donc le feu dont je parle depuis tout à l'heure. Et quand c'est retombé, en fait, je me sens plus molle, en fait, même en tant que personne, physiquement et tout. Il y a un petit. Alors, j'espère que c'est pareil dans toutes les professions et qu'on n'est pas juste des gens étranges comme ça, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a des sujets qui émergent et tant qu'ils ne sont pas devenus, en fait, un texte ou un roman, on va avoir cette énergie presque de résistance, en fait, justement, comme on disait tout à l'heure jusqu'à ce que ça retombe et que ça soit terminé. Donc je me retrouve dans ce qui est dit. C'est intéressant, Xavier, mais les femmes qui ont été évoquées, c'est aussi des femmes qui ont eu pas mal de blessures quand même. Enfin, même Virginia Woolf, c'est quand même intéressant de voir qu'elle a quand même été incestée pendant toute son enfance par son frère, etc. Enfin, je veux dire, ça vient de loin aussi, parfois la création qui fait qu'ensuite, des fois, la vie redescend, quoi. Enfin, non, mais c'est aussi pour relativiser, c'est la création provoque ça, mais parfois la création vient aussi de plus loin et des blessures, etc. Et que, Ça vient de ce désir de voilà, dire. c'est pour ça. Mais j'ai évoqué ces femmes parce qu'en ce moment, j'essaye d'écrire un essai sur Virginia Woolf, Marina Tsvetaeva, Sylvia Plath et Emily Dickinson, où je traite de l'écrivaine, pourquoi elle écrit, comment elle écrit. Puis pourquoi j'ai choisi ces personnes-là, c'est parce que parmi les 4, il y en a 3 quand même qui se sont suicidées, qui ont mis fin à leur jour. Donc je me posais ces questions, pourquoi est-ce qu'elles ont mis fin à leur jour, quelles étaient les conditions qu'elles avaient pour l'écriture, le manque d'espace à soi, et autant espace mental, etc. Puis je regardais Emily Dickinson qui, elle, est restée cachée dans l'ombre, n'a jamais montré ses écrits, a refusé de les publier parce qu'elle ne voulait pas justement se mettre en danger. À la fin de sa vie, elle était complètement cloîtrée chez elle. C'était une forme finalement de suicide social. Donc je m'interrogeais, et heureusement, toutes les écrivaines ne sont pas comme ça, mais j'ai quand même trouvé certains très similaires. Alors qu'est-ce qui faisait qu'elles ont eu ce parcours de vie et pourquoi elles ont eu ce parcours de vie? Je m'interroge beaucoup là-dessus. Puis les conditions des écrivaines maintenant aussi, dans quelle mesure on a fait des progrès, que ce soit en termes de publication, de reconnaissance, c'est pas encore gagné. Ça progresse, on y croit. Enfin, moi, j'y On y crois. croit. On est toujours qu'à 20% sur les 10 dernières années, c'est seulement 20% de femmes qui ont eu le prix Goncourt versus 80% d'hommes. Donc, on progresse très lentement.
Alors, pour la petite histoire, mon prochain roman sera publié dans une maison d'édition qui ne publie que des femmes pour tenter que ces statistiques soient un peu... Un peu renversé, mais il y a de plus en plus de maisons d'édition justement qui ne cherchent à trouver que des autrices pour Ouais. laisser la voix des femmes émerger. Ouais. J'ai